Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Cela, c'était il y a 30 ans, ou presque. Vous le voyez, nous sommes dans un charbonnage, un des nombreux charbonnages abandonnés de nos vieux bassins. La fermeture des puits, je vous le rappelle, a commencé en 1958, l'année de l'exposition. Cette année-là, la Wallonie comptait encore 113 puits en activité. Aujourd'hui, il lui en reste 57. Sans doute fallait-il fermer ces puits. Des raisons diverses de rentabilité économique, l'état du marché mondial rendait sans doute ces fermetures nécessaires. Il n'empêche que ce fut un mauvais coup pour la Wallonie. Un coup d'autant plus rude que rien, ou très peu de choses vraiment, n'avait été prévu pour l'amortir ou pour le compenser. Cette cheminée s'est écroulée il y a 30 ans ou presque. Nous avions filmé sa chute fin octobre 62 dans la région liégeoise. Et son image nous est toujours restée en mémoire car elle nous avait paru à l'époque symbolique, tout à fait symbolique du déclin de la Wallonie. Et c'est pourquoi, le jour même, à l'époque, nous l'avions filmée à l'envers afin qu'elle se redresse à l'image. Car nous espérions qu'elle se redresserait un jour. Nous espérions qu'un jour, la Wallonie... Mais, autant vous le dire, l'espoir n'est encore qu'une question. C'est pourquoi nous allons nous interroger ce soir. Nous allons interroger l'évolution de la Wallonie sur une distance assez longue, plus de 25 ans, et nous allons comparer les réalités d'hier à ce qu'on peut mesurer aujourd'hui. Une constante, cependant, le fond de l'histoire reste toujours le même. C'est toujours avant tout un problème économique et social. C'est toujours le drame d'une région qui s'affaisse parce qu'elle est trop intimement liée à sa vieille industrie lourde qui lui vient du passé. Et c'est une considération qu'on ne peut pas perdre de vue. Une considération aussi qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que la Wallonie fournit surtout des matières premières ou des produits qu'on appelle semi-finis. La Wallonie, par contre, transforme relativement peu ses matières premières ou ses produits. La transformation se fait surtout ailleurs dans le reste du pays. De sorte que, on peut dire que la Wallonie, par son travail de base, permet et alimente toute une industrialisation moderne de la Flandre. Ce sont les opérations de transformation qui rapportent le plus, qui sont le plus payantes, économiquement parlant. Et cette vérité-là, entre autres, se répercute sur le revenu de la Wallonie, sur le revenu wallon. Voyons en effet quelle est la part du revenu de la Wallonie dans le revenu national. En 1955, nous avions les pourcentages suivants. Flandre, 44,8%, Wallonie, 33% et demi, Bruxelles, 21,7%. En 1959, voici comment ces pourcentages avaient évolué. Flandre, 45% et demi, Wallonie, 32%, Bruxelles, 22% et demi. Cela signifie que sur 100 francs de richesses créées en Belgique, la Wallonie prenait 33 francs et demi en 1955, mais qu'en 1959, elle ne prenait plus que 32 francs. Ainsi, la part de la Wallonie dans le revenu national va diminuant. Et elle a continué à diminuer. 32% en 1959, 26% en 1988. La Wallonie, en une trentaine d'années, a perdu 6% du revenu national. Qui donc a gagné? Oh, certainement pas Bruxelles, qui a porté sa part de 22% et demi à 15%, mais assurément les Flandres. La Flandre, dont la part a été portée de 45% et demi à 59%, s'attribuant ainsi une majorité absolue dans le revenu national. Ce premier tableau signifie donc que la Wallonie a perdu 6% dans le revenu national de 1959 à 1988. 6%, ce n'est pas rien. Cela représente des milliards, des dizaines de milliards. Que dis-je? Cela représente, pour 1988, en francs 88, quelques 300 milliards. 300 milliards, voilà en ordre de grandeur la perte de la Wallonie. Est-ce que ça veut dire que la Wallonie s'est appauvrie absolument de 59 à 88? Pas du tout. Parce que le revenu national lui-même a globalement beaucoup augmenté.
Et le revenu wallon, lui aussi, a augmenté. Mais il a augmenté moins qu'ailleurs, il a augmenté moins que dans le reste du pays. Et cela, on peut l'apercevoir aisément par le revenu par habitant. C'est un revenu théorique, ce revenu par habitant, puisqu'il comporte tous les habitants, y compris ceux qui ne gagnent aucun revenu, les enfants par exemple, mais c'est un excellent indicateur économique. Voyons comment il a évolué. Voici comment apparaît en 1959 le revenu par habitant de la Wallonie, de la Flandre et de Bruxelles. Bruxelles, 78 000 francs, revenu très supérieur à la moyenne nationale. Wallonie, 50 800 francs. Flandre, 47 700 francs. À la vue de ces chiffres, on pourrait se dire que la situation de la Wallonie n'est pas si mauvaise, puisque son revenu se trouve en deuxième position. Malheureusement, on est moins rassuré quand on observe l'évolution de ce revenu, la façon dont il se comporte dans le temps. Fallait-il s'inquiéter vraiment? Au fil des années, le revenu wallon par habitant augmente en termes réels, c'est-à-dire en francs comparables à ceux de 1959. Et c'est à 110 000 francs par habitant qu'elle se situe en 88. Ça représente un bon doublement en une trentaine d'années. Mais Bruxelles qui partait de plus haut, Bruxelles va faire mieux. Son revenu par habitant atteint 184 000 francs en 88. Et quant à la Flandre, qui, elle, partait de plus bas, de nettement plus bas, 47 700 francs en 59, plus bas que Bruxelles et plus bas même que la Wallonie, elle va faire, la Flandre, un bond spectaculaire. Elle va porter son revenu par habitant à 137 000 francs. C'est un triplement. La Flandre a réduit son écart vis-à-vis de Bruxelles et elle a inversé à son avantage son écart vis-à-vis de la Wallonie. 137 000 francs pour la Flandre, 110 000 pour la Wallonie. Donc la Wallonie ne s'est pas réellement appauvrie, mais elle est devenue, et de beaucoup, la plus faible dans son revenu par habitant. Et cette faiblesse s'aperçoit mieux encore quand on situe l'évolution du revenu wallon par rapport à la moyenne nationale. Toujours le revenu théorique par habitant, mais cette fois-ci par rapport à la moyenne nationale. Alors la moyenne nationale, c'est cette ligne-là qui s'étend de 55 à 66, toujours. La moyenne nationale comprend bien sûr à la fois les revenus de la Wallonie, de la Flandre et de Bruxelles. La moyenne nationale, qui est cette ligne-là, eh bien on va dire qu'elle vaut 100. C'est une convention, c'est une façon de parler. Comment, par rapport à cette ligne de moyenne nationale qui vaut 100, apparaît l'évolution flamande? Eh bien, c'est très clair, la Flandre est passée de l'indice 87 à l'indice 92. Quant à la Wallonie, son point de départ est plus haut, 101 par rapport à la moyenne nationale, 100, un peu plus haut, mais la ligne d'évolution descend. Elle descend en dessous de la moyenne nationale, elle descend en dessous de la ligne flamande, pour aboutir en 1966 à l'indice 90. De 101 à 90, c'est un plongeon. Par rapport à l'ensemble du pays, le revenu wallon fait un plongeon. Mais on peut plonger toujours plus bas. La Wallonie ne cesse de descendre. Indice 84, indice 82, indice 80. C'est notre profondeur d'immersion selon le dernier pointage. Oui, on peut descendre toujours plus bas. Et que donne ce phénomène quand on le traduit dans un graphisme? Voilà. De l'indice 101 en 1955 à l'indice 80 en 1988, voilà le tracé du plongeon de la Wallonie. Ne dirait-on pas que la foudre nous est tombée sur la tête? Pas vraiment, puisque ce genre de dessin a pris 30 ans pour se constituer. 30 ans pendant lesquels la Flandre a continué d'émerger. Elle nous avait croisés en 1966. En 1984, elle dépasse la moyenne nationale pour respirer à l'aise en 88 à l'indice 101,6, soit plus de 20 points au-dessus de la Wallonie. Maintenant, vous pourriez me demander, à propos du plongeon, s'il est vrai que c'est la Wallonie tout entière qui plonge, s'il n'y a pas des distinctions à faire à l'intérieur même de la Wallonie entre telle ou telle sous-région. Eh bien, vous avez raison,
il y a des distinctions à faire. L'arrondissement de Virton n'est pas celui de Liège, celui de Bastogne n'est pas celui de Soigny. Mais il n'est guère possible, dans cette émission, de descendre au niveau des arrondissements. Alors, permettez-moi de vous proposer un regroupement par province. C'est un système que nous avons utilisé dans le passé. En 1955, les provinces se classaient, d'après l'importance de leurs revenus théoriques par habitant, dans l'ordre suivant. Premièrement, le Brabant, avec 55 900 francs. Deuxièmement, Liège, 52 600. Troisièmement, Anvers, 47 003. Quatrièmement, le Hainaut, 46 002. Cinquièmement, Namur, 42 100. Flandre occidentale, 39 100. Flandre orientale, 37 003. Et le Luxembourg, avant-dernier, 36 500. Lanterne rouge, enfin, le Limbourg, 36 100. Cela, je vous rappelle, c'était en 1955. Et depuis lors? Depuis lors, la vie a continué différemment. De sorte qu'en 1988, on se retrouve devant le classement suivant. Numéro 1, la province d'Anvers, qui était numéro 3. Numéro 2, le Brabant, qui était numéro 1. Numéro 3, la Flandre occidentale. Numéro 4, le Limbourg, ancienne lanterne rouge, a fait une remontée prodigieuse. Numéro 5, la Flandre orientale. Numéro 6, Liège, qui était autrefois en deuxième position. Numéro 7, le Luxembourg, seule province wallonne à avoir gravi un échelon. Numéro 8, Namur. Numéro 9, le Hainaut, se retrouve à présent en dernière position, lanterne rouge. D'ailleurs, inutile de vous faire un dessin, toutes les provinces wallonnes sont dans le rouge, bien groupées. Elles se retrouvent toutes en queue de peloton. Mais ce genre de tableau, qui se rapporte aux revenus par habitant, et dans ce cas-ci par province, ce genre de tableau, si révélateur qu'il soit... Maintenant, attention. Ce tableau, si révélateur qu'il soit, ce n'est pas ce que nous avons de plus révélateur. Nous avons montré là l'évolution du revenu. Mais il serait plus significatif encore, plus intéressant, de pouvoir mesurer le dynamisme en soi, la force de chacune de nos régions. Leurs conditions physiques, comme diraient les sportifs, ou comme disent les économistes, leur vitesse de croissance. Eh bien, c'est possible. Il est évident que c'est possible. Toutefois, veuillez m'en excuser, cher ami, mieux vaut utiliser les données les plus fraîches que celles qui datent des années 70. La série statistique la plus fraîche, la plus récente, la voici. Vitesse de croissance, moyenne annuelle de 1980 à 88, Flandre, 2,29%. Bruxelles, 1,18%. Wallonie, 0,9% de vitesse de croissance, si on peut encore, devant cette lenteur, parler de vitesse, mais de croissance. 0,9%, c'est moins de la croissance que de la stagnation. Si ces flèches représentent la force, le dynamisme de nos régions, on ne peut pas dire que la Wallonie tienne la grande forme. Elle se trouve au contraire dans une piètre condition physique. Et si ce tableau est indicatif de l'avenir, on ne peut pas dire que nous allons clairement vers des lendemains qui chantent. En tout cas, cette lenteur de croissance est intimement liée à une diminution de l'emploi en Wallonie. C'est un phénomène qui n'est pas nouveau, et nous l'avions déjà mesuré entre 47 et 61. Bruxelles, plus 18 000 emplois. Flandre, plus 98 000 emplois. Wallonie, moins 110 000 emplois. Une paille. Une paille qui nous reste toujours dans l'œil. Voyez vous-même. Évolution de la population active de 80 à 89, c'est la série statistique la plus récente. Flandre, plus 154 000 emplois. Bruxelles, moins 9 500. Wallonie, moins 23 000 emplois. La Wallonie a perdu 23 000 emplois entre 1980 et 1989. Une paille.
faut noter aussi que jadis, de 47 à 61, la diminution de l'emploi ne s'était pas accompagnée de chômage, parce qu'elle correspondait alors simplement à une diminution de la population d'âge actif. Mais depuis lors, le chômage... Ces dernières années, le chômage, qu'on croyait disparu, a fait sa réapparition un peu partout en Europe. La Belgique, elle aussi, a été touchée. La Flandre, la Wallonie, Bruxelles ont été touchés. Oui, mais comment? Dans quelle mesure? Il serait intéressant de l'apprendre. De 64 à juin 69, le nombre des chômeurs à Bruxelles est passé de 6 600 à 9 100. Le nombre des chômeurs en Flandre est passé de 28 600 à 39 600. Le nombre des chômeurs en Wallonie est passé de 16 200 à 40 400. Là, grand succès pour la Wallonie. Avec un score pareil, la Wallonie se porte en tête de tous les classements. En tête pour le nombre des chômeurs, 40 400. Flandre, 39 600. En tête pour l'augmentation du nombre des chômeurs, plus 24 200. Flandre, plus 11 000. En tête pour les taux de chômage. Bruxelles, 2,2%, Flandre, 3,6%, Wallonie, 6,2%, ce qui veut dire que sur 100 travailleurs wallons assujettis, plus de 6 n'ont pas de travail. Cela, c'était en juin 69. Et de nos jours, en septembre 91, les taux de chômage ont bien évolué. Ils ont évolué partout, à la hausse. La Flandre avait autrefois un taux de chômage de 3,6%. Il est passé à 9,3%. Bruxelles passe de 2,2% à 17,9%. Et la Wallonie de 6,2% à 19,6%, ce qui veut dire que sur 100 travailleurs assujettis, près de 20 n'ont pas de travail en Wallonie. Évidemment, si les taux de chômage ont changé partout, c'est parce que le nombre des chômeurs a augmenté partout. Bruxelles a vu son nombre de chômeurs passer de 9 100 à 45 329. Pour la Flandre, de 39 600 à 158 000. Et pour la Wallonie, de 40 400 à 165 539. La Wallonie, 20 ans après, se retrouve en tête pour le chômage. Et pour le chômage des jeunes. Et pour le chômage des jeunes, les moins de 25 ans, qui donc domine la situation? Bruxelles, 520 jeunes en chômage. Flandre, 3667 jeunes. Wallonie, 6258 jeunes en chômage. Eh bien, jeune homme, je peux vous dire que 20 ans après, la Wallonie domine toujours la situation. Mais que là aussi, les chiffres se sont bien aggravés pour le chômage des jeunes. Bruxelles en comptait 520, 9000 en 89. La Flandre passe de 3667 à 50 400 en 89 et la Wallonie de 6258 à 55 700. 55 700 jeunes n'ont pas d'emploi en 89. Grande victoire wallonne. Ce tableau signifie qu'en 1989, 55 700 jeunes de moins de 25 ans n'avaient pas de travail en Wallonie. Il signifie qu'un jeune wallon sur 3 est au chômage. Il signifie aussi que le taux de chômage des jeunes s'élève à 22% à Bruxelles, 13% en Flandre et 32% en Wallonie. 32%. Ce tableau est accablant.
Beaucoup de Flamands, dans le passé et de nos jours encore, ont exprimé leur chagrin d'être belges. Ils reprochaient à la Belgique de mépriser leur langue, leur culture, leur identité nationale. Et à présent que ces griefs n'ont plus de substance, puisque leur culture, leur langue, leur identité ont été depuis longtemps reconnus, leur chagrin n'en est pas complètement terminé pour autant. Le fait d'être devenu politiquement majoritaire en Belgique et de dominer le pays, le fait même de la prospérité de la Flandre, n'a pas achevé complètement leur chagrin d'être belges. Que dire alors des Wallons et de leur chagrin à eux, devant une situation matérielle et humaine qui se dégrade impitoyablement, devant un État belge qui se soucie trop peu de leur sort, sans doute parce qu'il est sous majorité flamande. Certains Wallons, de plus en plus nombreux au fil des années, se sont mis à protester contre une certaine Belgique. Pas tellement pour des raisons sentimentales ou communautaires, comme l'exclusion des francophones de l'université de Louvain, la fixation arbitraire de la frontière linguistique ou l'affaire des fourrons. Non, plus profondément pour des raisons d'injustice dans le traitement d'une région en danger, d'injustice dans le traitement d'une région en mal de survie. Faut-il évoquer les griefs wallons, la fermeture accélérée de nos charbonnages, alors que les charbonnages flamands à peine plus rentables ont été longuement subsidiés, en bonne partie à nos frais. Faut-il évoquer la lenteur dans la modernisation de l'infrastructure en Wallonie, autoroutes, canaux, etc., alors que la Flandre se lançait tambour battant dans un développement portuaire grandiose. Vous voyez Bruges, et dont le premier effet n'était pas d'améliorer l'équipement national, mais de créer des zonings industriels attractifs en bord de mer, en bonne partie à nos frais toujours. Faut-il évoquer les retards, les réticences apportées au sauvetage de la sidérurgie wallonne, alors que Sidmar recevait des cadeaux superflus? Sidmar n'a pas véritablement besoin de subventions, avouait en 81 son principal actionnaire, M. Tesch, président de l'Arbet. Mais il est difficile de les refuser si on les offre. Faut-il évoquer la disproportion dans les commandes de l'État, la mise sous tutelle de l'agriculture wallonne, l'inégalité de la répartition des budgets de la recherche? On pourrait le faire, mais souvent à partir de documents anciens. Mais ce soir, nous n'allons aborder qu'un aspect. La politique régionale belge, une politique qui en principe devait favoriser l'investissement dans les régions en difficulté par des aides différentielles, mais les aides n'ont pas été différentielles, et la Flandre, qui globalement se portait bien, a finalement trouvé légitime d'en réclamer davantage pour elle que pour la Wallonie en déclin. Nous avions, en 1971, illustré cette conception paradoxale de la solidarité par un petit jeu de marionnettes. Je dis que j'ai mal tout partout. Je suis tout faible. J'arrive pas à me redresser. Ah, moi ça va, hein. Ça... Oh, je vais me développer. Je deviens fort, hein. C'est des fortifiants qu'il me faudrait, justement. Des vitamines. Ça tient déjà assez dessus, hein? Non, pas assez. Allez, tu en as déjà reçu autant que moi, hein? Un pour toi, un pour moi. Hein? Et maintenant, autant te dire que ça suffit, hein? Ça suffit. Maintenant, ce sera un pour toi et deux pour moi. Et encore, hein, parce que j'ai bon cœur, hein? Qui m'aide donc cela? C'est moi qui est malade, et celui qui veut un pour toi et deux pour moi. Et avec ça, c'est tout. Oui, oui. Charité bien comprise, évidemment. Et pourtant, nous étions prévenus. On savait depuis longtemps que la politique régionale du royaume n'avantageait guère la Wallonie. M. Paul Robus, professeur à l'université de Bruxelles et haut fonctionnaire au marché commun, était venu le rappeler à Bernard Wathelet en 1968. Afin de tenter de résoudre les difficultés de certaines régions en Belgique, le gouvernement a lancé en 1959 ce qu'il est convenu d'appeler une politique régionale
qui s'exprime par les lois régionales de 1959 et de 1966. Lois qui fournissent des aides aux investisseurs qui sont disposés à s'implanter dans certaines régions. Eh bien, depuis 1959 jusqu'en 1967, le résultat de cette politique régionale est le suivant. En région flamande, 60% des crédits et 70% des emplois nouveaux. En région wallonne, 30% des crédits et 40% des emplois nouveaux. Comment se fait-il que finalement, il y a eu un tel déséquilibre entre les aides accordées aux différentes régions? Mais voyez-vous, l'aire géographique couverte par les aides régionales en Belgique représente environ 40% du territoire belge, qui sont indiqués par les régions en grisé sur la carte qui se trouve ici. Vous me demandez comment il se fait qu'il y a un tel déséquilibre? Eh bien, c'est bien simple, puisque, quelle que soit la localisation des régions, les investisseurs qui s'y implantent peuvent prétendre aux mêmes aides. Or, à partir du moment où un investisseur a le choix entre, par exemple, un site qui se trouve à 25 km du port d'Anvers, un des plus grands ports du monde, le long du canal Albert et de l'autoroute Anvers-Cologne, dans un site facilement aménageable ou déjà aménagé, ou bien un autre site qui se trouve entre deux charbonnages en ruine, sans autoroute et sans voie navigable à gabarit européen et sans équipement industriel préétabli, l'investisseur généralement n'hésite pas longtemps et choisit la région qui, à aide égale, lui offre bien entendu les avantages les plus intéressants. Monsieur Ramus, merci de nous avoir rejoints. Ainsi, nous regardons ensemble cette ancienne émission de 1968 où vous aviez la vedette. Et je vous demande de ne pas réagir à ce premier extrait où vous mettiez en cause l'inéquité du traitement infligé à la Wallonie par la politique régionale du gouvernement belge. Je voudrais vous emmener un tout petit peu plus loin. Le problème économique wallon est celui du déclin de ces vieilles industries traditionnelles, de la nécessité de promouvoir une restructuration de son économie. Mais la question est de savoir qui va le promouvoir. Et à cet égard, je crois qu'on ne peut pas omettre le rôle important que les pouvoirs publics peuvent jouer. Et on peut se demander si ces pouvoirs publics n'ont pas, dans une certaine mesure, failli à leur tâche, dans la mesure où ils n'ont pas pu, ou bien ils n'ont pas voulu, reconnaître la priorité aux problèmes économiques wallons. Ici, vous accusez le gouvernement belge de faillir à sa tâche. Mais un peu plus loin, vous allez lui reprocher, en termes mesurés, de faire obstacle à l'aide que les communautés européennes pourraient apporter à la Wallonie. Il est évident que les communautés européennes n'ont pas développé une action absolument débordante en faveur d'une région comme la Wallonie. Cela tient peut-être à l'absence d'un certain nombre de projets qui émanaient de cette région, vu que la communauté européenne n'est pas une œuvre philanthropique et qu'elle ne peut pas susciter elle-même des projets. Mais ça tient aussi, pour une autre part, au fait que l'État, s'il a un rôle, disiez-vous, supplétif, peut aussi avoir un rôle d'instigateur. Et à cet égard, on ne peut pas dire que l'État belge ait spécialement bombardé la communauté européenne de demandes d'intervention au bénéfice de la Wallonie. Nous étions en 1968, et aujourd'hui, je voudrais vous demander, est-ce que les choses se sont améliorées depuis 1968 ? On ne peut pas dire que fondamentalement, il y ait une amélioration de la situation, à savoir que les budgets dont on dispose pour aider les zones flamandes et les zones wallonnes n'ont pas changé proportionnellement. Par conséquent, dans un État belge qui est encore relativement unitaire, on s'aperçoit que la Wallonie n'est pas prise en considération comme région prioritaire, mais ne reçoit que la part correspondante à son importance démographique dans la Belgique. Ce qui, à mon avis, est la négation d'une politique régionale qui doit reconnaître, elle,
l'existence de priorités régionales. Oui, ne pas le faire vous paraît inefficace et injuste. À partir du moment où on donne le même type et la même ampleur d'aide dans des régions, quelles qu'elles soient, quelles que soient leurs difficultés, il est évident que l'investisseur va se diriger vers la région qui, les aides mises à part, présente le plus d'avantages. Donc c'est une politique qui, dès le départ, n'avait aucune chance de rétablir un équilibre entre la Flandre et la Wallonie. En somme, non. Et je dirais même, à certains égards, que c'est une hypocrisie et c'est une politique qui se retourne contre la Wallonie. Parce qu'à partir du moment où, dans un État qui est encore relativement unifié comme la Belgique, vous présentez les mêmes aides à des régions qui présentent des difficultés différentes, c'est comme si vous faisiez semblant d'aider des régions en difficulté, mais en réalité, l'investisseur va se diriger vers les régions les meilleures. En Belgique, il y a une situation parfaitement ambiguë qui consiste à donner autant d'un côté de la frontière linguistique que de l'autre. Et cela n'existe que dans un pays de la communauté européenne qui est la Belgique. Oui, et finalement, cela interfère aussi négativement dans l'aide que la communauté européenne pourra apporter à la Wallonie, dans la mesure où l'État belge est notre interlocuteur obligé vis-à-vis de la communauté européenne. Nous avons été défendus par un mauvais ambassadeur. La Wallonie a été très mal défendue, n'est-ce pas? La Wallonie a été, dirais-je, défendue par la Belgique. Oui. Avez-vous déjà vu la Wallonie être défendue par la Belgique? Non, non, c'est une plaisanterie. Oui. La Wallonie était défendue par des ministres nationaux qui siégeaient au Conseil des ministres de la Communauté européenne et qui se taisaient sur la gravité des problèmes wallons lorsqu'on évoquait les problèmes régionaux. Alors comment s'étonner que la Wallonie n'ait pas reçu dans l'ensemble de la Communauté européenne sa juste part des aides régionales européennes? Oui, mais quand même, en 1972, il y a eu une réaction de la Commission européenne. Je ne sais pas s'il s'agit d'un enregistrement historique, mais la télévision belge, en 1972, en la personne de Bernard Wathelet, a enregistré le fait que la Commission européenne condamne la Belgique pour sa politique régionale, parce que la Belgique s'obstine à subventionner des régions qui n'en ont plus objectivement besoin. C'était en 1972, et on peut, si vous voulez, réentendre le verdict. Le verdict de la Commission européenne vient de tomber. Le Royaume de Belgique prend sans délai les mesures nécessaires pour modifier le régime d'aide à finalité régionale, de sorte que l'octroi de ces aides soit limité aux régions suivantes. Résultat, désormais, seuls les arrondissements noirs sur cette carte pourront être aidés. Au total, 18 arrondissements en Wallonie et 10 en Flandre. Pratiquement toute la Wallonie est reprise dans les zones à aider, sauf les arrondissements de Nivelles et de Tournai. Fondamentalement, qu'est-ce qui a justifié la décision de la Commission européenne? Nous avons donc constaté qu'effectivement la loi d'expansion régionale belge telle qu'elle était conçue allait trop loin, c'est-à-dire qu'elle avantageait au fond 41 arrondissements sur 43. Or, je crois que tout observateur, même très superficiel, pourra constater que c'était un cadre un peu trop vaste pour la Belgique, qui est quand même un pays hautement développé, mais où, naturellement, nous reconnaissons, nous l'avons dit dans notre décision, qu'il y a effectivement des régions qui ont besoin d'aide et qui doivent être aidées pour des raisons de politique régionale. Aucune considération politique ou linguistique n'est intervenue. Écoutez, quand vous prenez une telle décision, quand la Commission prend une telle décision, qui interfère quand même, disons-le très franchement, très profondément dans la vie de la Belgique et dans la politique intérieure de la Belgique, il est clair que c'est une décision politique, mais basée sur des critères économiques. Le tableau d'ensemble qui se dégage de votre étude est que la situation économique paraît plus grave en Wallonie qu'en Flandre, puisqu'il y a plus de zones à aider en Wallonie qu'en Flandre. Eh bien, je crois que d'après les critères économiques et objectifs, il me semble clair qu'il y a plus de régions wallonnes que de régions flamandes qui sont en voie de développement ou qui présentent des problèmes régionaux graves. Alors voilà, nous sommes en 1972, et je suppose, Monsieur Romus, que le Royaume de Belgique s'est empressé de se conformer aux décisions de la Commission européenne, de se mettre en règle. Qu'est-ce que vous croyez du Royaume de Belgique? Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? Vous croyez que la justice régionale existe en Belgique? En 1972, on vient de le rappeler par la bouche d'un membre de la Commission a pris une décision
définissant les zones de la Belgique à l'intérieur desquelles on pouvait donner des aides. Et le gouvernement belge devait observer cette décision. Vous croyez qu'il l'a fait? Mais enfin, à ce moment-là, nous n'étions pas dans l'époque héroïque des Martens 1 à Martens 9. On changeait de ministre des Affaires économiques comme de chemise, et au gré des ministres des Affaires économiques, on avait telle politique ou telle autre, et le ministre nouveau devait s'informer auprès de la communauté européenne de ce qui se passait, etc. Bref, pendant 10 ans, jusqu'en 1982, 1972, 1982, la Belgique n'a pas observé, n'a pas respecté la décision de la communauté européenne, alors que c'est une décision, comme toute décision de la communauté européenne, qui est obligatoire pour un État membre. Ce qui signifie que pendant 10 ans, pour reprendre les propres termes de la décision de 1972, la Belgique a donné des aides à des régions qui n'en avaient pas besoin, c'est-à-dire essentiellement des régions flamandes. Merci, Monsieur Romus. Voilà qui nous explique, en partie du moins, pourquoi la Wallonie se trouve en mauvaise posture, non seulement en Belgique, mais parmi toutes les régions qui l'entourent. Et cela, on peut en juger par le SPA. Le SPA, je vous l'assure, est un instrument de mesure très sérieux et très officiel. Il a été mis au point par la communauté européenne pour comparer le pouvoir d'achat par habitant des différentes régions qui la composent. Et voici donc, en 1988, le SPA par habitant, c'est-à-dire le pouvoir d'achat calculé par la communauté européenne. SPA signifie standard de pouvoir d'achat, et la moyenne européenne est figurée par cette ligne droite, cette barre qui, par convention, est établie à l'indice 100. Performance de la Wallonie et des régions qui l'entourent. Le Grand-Duché de Luxembourg franchit la barre avec aisance, 120,9, suivi par Cologne, 110,2. La Flandre aussi passe la moyenne européenne, 101,5. Mais la Lorraine cale nettement en dessous, 91,7. Le Limbourg hollandais encore plus bas, 90. Le Nord-Pas-de-Calais encore plus bas, 87,3. Et tout au fond, la Wallonie fait la plus mauvaise performance, 83,6. Avec 83,6, la Wallonie fait naufrage. Loin de la moyenne européenne, c'est la région la plus déshéritée. C'est elle dont le pouvoir d'achat est le plus faible de toutes les régions qui la voisinent et qui l'entourent. Et c'est vis-à-vis de cette région déshéritée que le gouvernement belge a constamment refusé une priorité dans ses aides. Et c'est au détriment de cette région que le gouvernement belge, pendant 10 ans, a refusé d'obtempérer aux injonctions de la Commission européenne. Très bien. À qui faut-il dire merci? 1 pour toi et 2 pour moi. Et avec ça, c'est tout. Ben, dis donc, restreins, mon ami. Ben, attends un peu, valet. Je dois attendre quoi, s'il vous plaît? Ben, dis donc. Ben, attends un peu. Ben, attends un peu. On a beaucoup attendu, en effet. On s'y est même habitué, peut-être. Il est frappant de constater, avec le recul, combien l'impatience était vive dans les années 60. On sent monter l'inquiétude avec l'impatience. Et avec l'inquiétude, un sentiment d'impuissance et de frustration. Cette crise, ou plutôt, on peut bien le dire, cette catastrophe charbonnière, est-ce que c'est un accident dans notre vie économique? Est-ce qu'un tel malheur ne pourrait pas se répandre, toucher d'autres secteurs à leur tour? Est-ce qu'on pouvait prévoir, en fait, ce qui allait se passer ici? Je crois qu'il faut répondre que oui.
Est-ce qu'on pouvait l'empêcher? Et ça dépend. On ne pouvait probablement pas empêcher la fermeture des charbonnages, mais on pouvait sûrement y remédier. On pouvait faire ce qu'on appelle leur conversion, c'est-à-dire ouvrir de nouvelles entreprises pour remplacer les entreprises anciennes que l'évolution économique appelait à disparaître. Est-ce qu'on l'a fait? Honnêtement, non. Il s'agirait là de modifier les structures de l'économie wallonne, d'orienter son activité vers une industrie de transformation, parce que ce qu'il nous faudrait, incontestablement, c'est une industrie du XXe siècle, une industrie scientifique, aimantée par la recherche, la mise au point de prototypes, de fabriques à nouveau. C'est ça qu'il nous faudrait. Oui, mais comment l'obtenir? Je crois que l'obtenir est en grande partie une question de volonté. Dire qu'on n'a rien fait, ce serait mentir. Dire qu'on a fait assez, que les choses prennent maintenant tournure, que la reconversion est en marche, ce serait aussi mentir. À tout le moins, ce serait exagérer, se faire des illusions dangereuses. La reconversion est-elle en marche? Je vais vous dire une bonne chose, ou plutôt une mauvaise, écraser une dernière larme. À supposer qu'elle ait commencé, à supposer qu'elle soit en marche, c'est une reconversion bien jeune. C'est un nouveau-né, tardif et fragile. C'est quelque chose qui, à l'heure actuelle, est davantage un espoir qu'une réalité. Parce que, voyez-vous, dans les données économiques les plus récentes, dans les derniers chiffres, rien n'indique encore la réalité, la présence, les faits d'une reconversion. Voulez-vous que, rapidement, ensemble, nous passions en revue ces données, ces chiffres? Ça nous permettrait d'y voir plus clair. Ça nous permettrait de remettre les choses dans leur perspective. Oui? Non, merci. Nous venons de le faire, mais avec les données les plus récentes. Mais c'est frappant de constater comme aujourd'hui ressemble à hier. Comme les statistiques les plus récentes ressemblent, dans leur allure, à celles d'il y a 20 ans. La reconversion n'a toujours pas eu lieu. Et pourtant, dès 1962, on avait proposé des remèdes qui ne paraissaient ni scandaleux, ni révolutionnaires. Nous avions enregistré une sorte de consensus à l'intérieur d'un débat. Qui se trouvait présent à la table? M. Norbert Gaden, qui était alors secrétaire général du Conseil économique wallon, groupement du Hainaut. M. Jules André, qui était alors secrétaire du Grand Liège. M. François Persons, qui était directeur adjoint à la Banque de Bruxelles. M. Claude Jose, qui était chef du cabinet économique et social du Premier ministre. Et M. Jacques Defay, qui était chargé de recherche au Comité national de la politique scientifique. Monsieur Defay, merci de nous avoir rejoints. Je vous propose que nous regardions ensemble quelques moments de ce débat ancien où vous étiez venu défendre avec conviction la nécessité d'une mutation scientifique de nos branches industrielles et le rôle que devrait jouer dans cette reconversion l'initiative publique. Incontestablement, une politique systématique de l'État, une aide systématique à la recherche technologique dans l'industrie pourrait rendre de grands services. En effet, les entreprises qui sont en train de passer au stade scientifique ou qui pourraient y passer ont besoin d'être aidées beaucoup plus profondément. Elles doivent trouver dans l'administration ou dans des organes spécialisés un appui pour faire les choix importants de politique économique, les choix d'orientation en matière technologique, en matière de produits. Elles doivent aussi trouver une aide dans les laboratoires de l'État ou du secteur coopératif pour entreprendre certaines recherches ou certaines parties de recherche qu'elles ne peuvent pas facilement faire elles-mêmes. Pourquoi ne pas introduire alors plutôt des entreprises venant d'autres parties du pays ou venant de l'étranger pour faire le relais et bénéficier d'une manière plus efficace des interventions en faveur de la recherche? Là, vous posez un problème extrêmement grave. C'est celui de l'importation de la technologie mise au point à l'étranger. Je vous dirais que personnellement, j'ai une prévention contre cette méthode.
Elle provient de cette constatation que l'évolution actuelle de l'industrie déplace l'élément du travail humain de la production vers la conception. Et quand je vois que l'on ouvre des usines nouvelles dans notre pays qui sont en réalité des filiales ou des succursales d'une usine étrangère, je ne puis m'empêcher de penser que nous avons la plus mauvaise part, que ce que nous faisons venir chez nous, c'est la plus mauvaise part. C'est la production, ce n'est pas la conception. Au fond, si j'ai bien compris de fait, il voudrait une accélération de la recherche scientifique nationale, voire avec intervention de l'État. Et vous préconisez plutôt une intervention de l'étranger, qu'on nous apporte une technologie. Je ne préconise pas plutôt. Il me semble que l'on peut attaquer de front le problème par plusieurs manières. Il faut que, dans certains secteurs où d'autres pays nous ont devancés, nous essayons de prendre pied à notre tour. Et cela, on ne peut le faire qu'avec une politique courageuse au niveau gouvernemental. Je pense que la leçon des pays qui nous entourent, des pays du marché commun, notamment la leçon italienne est éloquente à cet égard, le rôle que l'initiative industrielle publique a joué dans l'extraordinaire développement industriel italien, qui se situe en très grande partie dans les industries les plus modernes, est un rôle absolument spectaculaire. Et l'on aurait tort de croire que dans une situation aussi compromise, ou en tout cas aussi stagnante que celle que nous connaissons en Belgique, on peut se passer d'un effort décisif d'initiative. Mais est-ce qu'il ne faut pas distinguer un petit peu vis-à-vis de ce problème, et surtout en ce qui concerne les moyens employés, le court terme, ce qu'on peut faire dans l'immédiat, ce qu'on doit faire dès à présent, et les choses qu'il faut mettre en route maintenant, mais qui n'auront une rentabilité, qui ne donneront un résultat que plus tard. Je crois personnellement qu'il faut être sans parti pris vis-à-vis du problème de l'implantation de brevets, de licences ou même d'entreprises entières venant de l'étranger. Si c'est une politique complémentaire, je crois que nous pouvons tous y souscrire. Si c'est la politique essentielle, elle consisterait à faire de ce pays qui occupe une situation centrale dans le marché commun un pays de doigts, de bras et d'hôtellerie. Mais finalement, Monsieur Defay, les choses ne se sont pas passées comme vous l'espériez, comme vous le souhaitiez à l'époque. Elles se sont passées au contraire comme vous le redoutiez. Je crois qu'elles se sont passées selon le schéma que François Persson a défini, c'est-à-dire une politique qui a été, dans la période favorable qui s'est écoulée entre 1960 et 1975, une politique d'accueil d'initiatives étrangères à partir d'un réseau d'autoroutes que l'on a graduellement complété et de zoning industriel important que l'on a établi sur ces autoroutes et bien entendu de subventions de l'État qui ont été très largement non sélectives. On a accueilli aussi bien des industries du type le plus traditionnel que quelques industries avancées, mais les industries avancées en question étaient, comme je le disais déjà à cette époque-là, dépendantes d'une conception qui était faite dans la maison mère. Donc l'État qui est central, car jusqu'à 1980, il n'y a que l'État central qui soit en charge des affaires économiques et industrielles, a mené une politique essentiellement basée sur l'accueil. Et cet accueil a donné quelques résultats, surtout dans le nord du pays où il y avait des réserves de main-d'œuvre importantes, jusqu'à 1975. Et à partir de la crise, il n'a plus rien donné du tout. Si néanmoins, en 1962, on avait appliqué la politique d'effort de recherche scientifique que vous préconisiez alors, est-ce que cela aurait pu avoir à l'époque un résultat positif pour la Wallonie? La modernisation aurait été efficace, et j'ai cité dans l'interview de 62 le cas de l'Italie. C'est vrai que l'Italie a utilisé, à base d'ailleurs d'initiatives industrielles publiques, les années 60 pour se doter d'une structure industrielle. Et si l'Italie n'avait pas fait cet effort à cette époque, elle ne serait pas, selon les calculs des macroéconomistes actuels, un pays dont le revenu par tête est supérieur à celui de la Grande-Bretagne. En 1962, dans le débat que nous regardons, il y a eu non seulement un accord de principe sur le rôle que pouvait jouer légitimement l'initiative publique en matière industrielle, mais on enregistrait même un consensus
sur la nécessité à la fois d'une décentralisation et d'une programmation régionale. C'est un problème d'organisation qui se pose à tous les niveaux. Nous avons ensemble ce soir tracé au fond les éléments d'un programme de transformation de la structure industrielle, un programme technologique, un programme de routes, de canaux, de chemins de fer, un programme de logement et d'aménagement du territoire et de reconstruction de sites urbains à des endroits différents des sites anciens, un programme de main-d'œuvre et un programme d'emploi. Croit-on vraiment qu'il est possible de prendre toutes ces initiatives, de réaliser tous ces programmes en ordre dispersé? Est-ce que ceci ne pose pas devant le pays le problème d'une planification régionale, n'ayons pas peur des mots, d'une planification régionale convenablement articulée en un plan général d'action? Je crois que si nous ne posons pas le problème des méthodes de travail, nous ne pouvons pas raisonnablement dire que nous allons aborder un ensemble aussi vaste de problèmes et qui tous s'articulent les uns dans les autres, parce que chacun n'est qu'un élément d'une réussite qui ne peut être que globale. Oui, mais je pense qu'ici, tant la rapidité que l'efficacité dépendent d'une décentralisation vigoureuse. Personnellement, je suis d'accord sur l'idée de la nécessité d'un programme d'action d'ensemble et d'action coordonnée. Je suis aussi d'accord sur la perspective d'une décentralisation. Je crois que le point délicat et difficile au sujet duquel on ne s'est pas penché, cependant ce sont ça les problèmes concrets qu'il faut régler, c'est de savoir à quel échelon telle chose doit être traitée et à quel échelon elle peut être traitée le plus efficacement. Les coordinations se font le plus efficacement au niveau de la région. Dans une autorité régionale, pourquoi pas le dire, et ça, c'est ce qu'il faut créer. Je crois que c'est vraiment dans le cadre régional et peut-être même uniquement là que les choses se tiennent le mieux. Si je vous comprends bien, vous êtes tous d'accord sur 2 points. D'abord, la nécessité d'un plan d'ensemble pour régler globalement l'ensemble des problèmes qui conditionnent une reprise, une relance de l'économie wallonne, et le deuxième point, sur la nécessité aussi d'une décentralisation des pouvoirs. Monsieur Defay, nous avions enregistré là, en 1962, un assez beau consensus. Comment se fait-il qu'il n'ait pas été suivi des faits? Comment cela s'est fait? Je crois que le problème, c'est que la réforme des institutions a pris un temps considérable. La maturation de l'opinion publique et de l'opinion politique en Belgique a été lente. Et nous avons vu l'inscription de la région wallonne dans la Constitution en 1970, donc 8 ans après ce consensus, ce début de consensus. Et la mise en place des institutions wallonnes s'est faite effectivement en 1980 par la loi spéciale de dévolution de pouvoir, complétée par celle de 1988. Donc il y a eu au moins plus d'une décennie qui s'est passée avant que l'on décide de mettre les institutions en œuvre. Et ce retard nous a été dommageable, préjudiciable. Certainement, dans une mesure qu'il est difficile bien entendu d'apprécier parce qu'on ne peut pas réécrire l'histoire, mais dans une mesure qui me paraît quand même importante, parce que le plan de modernisation, aurait été un plan de modernisation de la structure industrielle basé sur un effort technologique important, sur des implantations d'industries nouvelles pour remplacer les industries dont nous savions qu'elles étaient déclinantes. C'était, vous vous souvenez, les charbonnages, puis ça a été la sidérurgie et les autres industries de type lourd. Donc, ce qui aurait pu être fait pendant... Il faut dire que les années de 62 à 74 ont été des années de haute conjoncture continue et de croissance. Donc, pendant cette période, il aurait été possible de créer incontestablement une nouvelle structure industrielle. Ce qui fait que ces 12 années de bonne conjoncture ont été absolument perdues pour nous. Absolument, et ces années ont été fatales parce qu'à partir de 1975, le monde est entré dans des eaux tempétueuses. Il y a eu un effondrement industriel général qui est consécutif à une dépression, cette dépression qui s'est installée après la crise de l'énergie de 1974, mais dont manifestement cette crise de l'énergie n'était pas la seule cause. Cette dépression a touché spécialement fort les régions industrielles anciennes. Et la Wallonie s'est trouvée l'une des plus anciennes et l'une des plus touchées. Elle n'est, je crois, l'importance de l'effondrement de l'emploi industriel qui a eu lieu à cette époque-là n'est dépassée que par le nord de l'Angleterre. Quand vous revoyez une émission comme celle-là et que vous considérez tout ce temps perdu, vous n'éprouvez aucun sentiment d'amertume, d'indignation? Vous êtes si calme.
Non, je n'ai ni indignation ni amertume. Parce que ce qui s'est passé pendant ces 20 années, bien sûr, c'est un temps qui aurait pu être utilisé pour une reconversion économique plus profonde. Mais il a été absorbé par une réforme institutionnelle qui a eu cette vertu d'être absolument non sanglante. Elle a pris du temps, c'est vrai. Et au bout de ce délai, nous avons une situation qui est, en Wallonie, assez profondément détériorée et qui aurait pu l'être moins. Mais nous avons fait l'économie d'une réforme institutionnelle sanglante. Et en 1991, c'est une chose à laquelle, je pense, l'ensemble de nos auditeurs seront aussi sensibles que moi. Il ne faut donc pas regretter le temps qui a été perdu, même si on regrette les occasions qui ont été perdues. Merci, Monsieur Defay. Le résultat des occasions perdues, il figure ici, dans nos tableaux. Une diminution de 6 points dans le revenu national, cela représente, pour 1988 et pour la Wallonie, une différence de quelques 300 milliards. La Wallonie ne s'est pas appauvrie dans son revenu par habitant, exprimé là en chiffres de 1959, mais ce revenu par habitant est devenu le plus faible du pays. Et aussi le plus fragile. Il comporte plus qu'ailleurs des revenus de remplacement, allocations de chômage, etc. Et les bénéficiaires du Minimex, si on peut parler de bénéficiaires, sont 2 fois plus nombreux, proportionnellement, en Wallonie qu'en Flandre. Revoyons sans plaisir le plongeon de la Wallonie par rapport à la moyenne nationale et par rapport à l'évolution de la Flandre. Sans plaisir aussi, le classement de la Wallonie dans les régions qui l'entourent, tout à fait en queue de peloton. Dieu sait pourtant que la Lorraine, cœur d'acier, et le Nord-Pas-de-Calais charbonnier sont aussi des régions en difficulté. Plus important, la lenteur de croissance de la Wallonie. Si cette flèche indique quelque chose de l'avenir, et si nous ne parvenons pas à la redresser, le déclin de la Wallonie va se poursuivre. La réduction de l'emploi global est un des facteurs décisifs du déclin wallon. Mais ici, je sens qu'on va m'adresser des reproches à propos de ce tableau, quant à sa présentation. On ne me dira pas qu'il est menteur, on me dira peut-être qu'il est trompeur. Pourquoi? Parce qu'il est rectiligne et qu'il ne représente pas, en fin de course, une remontée de la courbe de l'emploi durant ces dernières années. Depuis 1987, il paraît qu'on remonte la pente. Un peu partout. Voyons ça d'à peu près. De 1987 à 89, la Flandre est passée d'1 933 000 emplois à 2 65 000. La Wallonie est passée de 938 000 emplois à 990 000. Et Bruxelles de 606 000 emplois à 631 000. Tout cela rien qu'en 2 ans. C'est formidable. Évidemment, je vous jette comme ça les chiffres à la tête et vous n'avez naturellement pas le temps de calculer les différences et vous n'avez pas le temps d'apprécier à quel point c'est formidable. Et pourtant, plus formidable que ça, tu meurs. Rien qu'en 2 ans, la Flandre aurait gagné 132 000 emplois. La Wallonie en aurait gagné 52 000 et Bruxelles 25 000. Comprenez mes points d'interrogation, je n'arrive pas à comprendre ce prodige. Aurait-on découvert partout en Belgique des mines de diamants, d'or, des puits de pétrole peut-être? Aurait-on assisté à un boom surnaturel, dû peut-être aux ovnis? L'explication est plus plate. Elle se trouve dans une modification de la méthode de calcul, elle se trouve dans une manipulation statistique. Nous avons tous appris à l'école qu'il est interdit d'additionner les pommes et les poires. Eh bien, nos relevés officiels font mieux. Aux pommes et aux poires, ils ajoutent désormais des cerises et des radis, voire des quarts de radis. Depuis 1988, on s'est mis à amalgamer le travail à temps complet, le travail à temps partiel,
le travail à temps très partiel, voire le travail minuscule. On a fait entrer en compte, depuis 1988, le travail de moins de 2 heures par jour. Tout ce qui fait plus que 0 fait bonne farine au moulin de l'emploi. Et c'est ainsi que votre fille, si par hasard, un jour ou l'autre, elle a presté quelques services dans un restaurant, comme travail d'étudiant, eh bien, elle vaut exactement, en unité de compte pour l'emploi, un contremaître de Cockerill ou un directeur des contributions. Et voilà ce qui nous explique en bonne partie l'essor prodigieux et récent de l'emploi en Belgique. Ce tableau, en effet, était inexact, puisqu'on ne peut pas prétendre tout à fait sérieusement que la Flandre a gagné réellement 132 000 emplois de 1987 à 1989, il est exagéré de prétendre qu'elle en a gagné 154 000 de 80 à 89. Et puisqu'on ne peut pas sérieusement prétendre non plus que la Wallonie en a gagné réellement 52 000 de 87 à 89, il est exagéré de prétendre qu'elle n'en a perdu que 23 000 de 80 à 89. Elle en a perdu beaucoup plus. Idem pour Bruxelles. Alors, toutes mes excuses pour ce tableau artificiellement optimiste. Je ne cherchais pas à vous tromper. Le chômage, faut-il retourner le couteau? C'est la plaie de la Wallonie. Et le chômage des jeunes, avec un taux de 32% en Wallonie, 13% en Flandre, c'est une véritable mutilation. Y a-t-il un remède à cette plaie, à cette mutilation? Oui. L'enseignement, la formation, sans doute. On croit savoir depuis longtemps qu'une meilleure formation, tant générale que professionnelle, est le correctif principal au phénomène du chômage. En 1970 déjà, dans un dossier pour un gouvernement wallon futur, édition de la Fondation Renard, signée Walter Nova, les auteurs situaient le thème de l'enseignement et de l'éducation en tête des propositions qu'ils adressaient à ce gouvernement wallon à venir. Et ils préconisaient une refonte de l'enseignement. Il y a quelques semaines, l'Institut Jules d'Estrées a tenu un colloque important qui met tout l'avenir de la Wallonie sous le signe du défi de l'éducation. Vient de paraître, du côté de l'IRES, Université de Louvain-la-Neuve, un ouvrage très récent et très savant, concernant l'impact régional du grand marché commun de 92 sur les régions de tradition industrielle. Et lui aussi pense indispensable d'investir davantage dans l'enseignement et dans l'éducation. Bien, puisque ce problème touche la Wallonie de façon aiguë, nous allons, dès la prochaine fois, consacrer une émission à l'examen de notre système éducatif. Et nous le ferons avec M. Fourré, qui vient de publier un ouvrage de réflexion à ce sujet. Cependant, il faut tout de même aussi apercevoir, prendre en considération l'autre versant de la question, c'est-à-dire le problème de l'emploi. S'il est vrai qu'une meilleure formation est un atout pour accéder à la vie active, encore faut-il que la structure de l'emploi offre des débouchés. Encore faut-il que ces perspectives correspondent à l'effort d'éducation requis. Sinon quoi? Sinon, disait Walter Nova en 1970, sinon il y a un dilemme, l'exode ou le chômage pour 100 000 Wallons. Et 20 ans après, l'IRES dit à peu près la même chose, page 185, et il nous apprend que la Wallonie n'arrive pas à absorber tout à fait la plus grande partie de ces jeunes les plus qualifiés en matière de sciences et de technologie, et que par conséquent, nous sommes devant un dilemme, oui, de la fuite des cerveaux. Et si je prends l'Institut Jules d'Estrées, rapport sur le devenir économique de la Wallonie, page 9, je lis qu'il est nécessaire, indispensable, de créer 100 000 emplois nouveaux en Wallonie et qu'il faut, à cet effet,
mobiliser une somme de quelques 500 milliards. Une somme énorme qui donne effectivement la mesure du dilemme. 500 milliards, on croit rêver. Et si on se pince, on est obligé de se poser la question. Sommes-nous encore capables de nous tirer d'affaire? La Wallonie peut-elle réussir aujourd'hui ce qu'on lui a fait rater jadis, dans les années 60, alors qu'elle était plus riche et que la conjoncture économique était plus favorable? Et si oui, comment? Voilà la question. C'est la question que Wallonie 92 poursuivra l'an prochain en l'abordant sous différents aspects, car ainsi que vous le savez, la réalité est complexe. Nous ne manquerons pas à cette occasion d'interroger le prochain exécutif de la région wallonne. Certains préfèrent l'appeler le gouvernement wallon. Appellation un peu flatteuse, un peu prématurée, puisque le fédéralisme n'est pas encore vraiment réalisé en Belgique et que la réforme des institutions est loin d'être achevée. Mais enfin, c'est vrai que l'existence de cet exécutif wallon est une nouveauté dans notre paysage, et même une nouveauté considérable. Il était né tout petit, en 1980, avec peu de finances et peu de pouvoir. Il a sensiblement grandi en 1988, et à l'avenir, sans doute, est-il appelé à s'affirmer davantage. Quand? Inutile de me le demander, le résultat des dernières élections décourage tout pronostic à cet égard, du moins à l'heure où je vous parle. Mais enfin, il est là, cet exécutif, et il sera là de plus en plus. Alors, nous ne manquerons pas de l'interroger et de nous interroger à son sujet, sur les moyens, les ressources dont il dispose, sur l'usage qu'il en fait, sur la cohérence, la pertinence des actions et des politiques qu'il mène, sur l'efficacité de ses choix et de ses priorités. Il y aura, j'en suis sûr, beaucoup à découvrir, à comprendre et à discuter. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonsoir. Merci d'avoir eu le courage de nous suivre. La prochaine, et pour l'an prochain, le 8 janvier. Bonne année quand même!